session 7 pour définir le SDRA. Aujourd'hui, nous avons un panel magnifique pour vous. Dr Anna Maria Crawford de Stanford University, Dr Nicolas Suarez de l'American British Cowdrey Medical Center, Dr Jackson Kwizera de l'hôpital de district de Kibo-Gora au Rwanda, Dr Théogène de l'Université de Rwanda, Dr Vanessa Moll de l'Université de Zurich, Dr Balavenkat Subramanian du Centre médical et des hôpitaux de Ganga en Inde et Dr Eric Madaniel de l'Université de Minnesota. Donc, on va parcourir tout d'abord des petites questions pratiques. Donc, notre projet ECHO est basé sur une fondation d'amour et de respect. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord, utilisez donc une réaction plutôt qu'un désagrément. Et vous voyez, vous pouvez envoyer vos questions dans la boîte de discussion. N'hésitez pas à vous présenter. Mettez votre vidéo si vous pouvez, comme ça on peut voir votre visage ou pour voir tout le groupe. Sinon, si vous avez des problèmes, envoyez un message pour un problème technique à ECHO-IT. Cette session est enregistrée et votre présence est donc selon le consentement que vous voulez bien être enregistré. Attention donc à la prévention et contrôle des infections. Essayez de limiter les nombres de personnes qui se joignent à vous lors de votre rassemblement aujourd'hui. L'interprétation est disponible en français et en espagnol. Vous aurez la nouvelle version de Zoom pour avoir ceci. Donc, ou bien vous pouvez écouter l'anglais ou alors les deux langues, la langue désirée et l'anglais. Vous voyez en bas, il y a l'icône, le petit globe. En bas, vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir ou bien français ou bien espagnol ou anglais, si vous voulez. Ceci dit, je passe la parole à Dr Crawford. Bonjour tout le monde. Bienvenue, c'est superbe de vous voir aujourd'hui. Nous avons des panélistes fantastiques des 4 coins du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord. Donc, on est très enthousiaste d'avoir ce groupe d'experts avec nous aujourd'hui. Tous les documents discutés aujourd'hui peuvent être trouvés sur le centre de ressources que vous connaissez bien. Vous voyez ici la page qui vous permet d'accéder aux documents plus tard. Et quelqu'un, en fait, peut mettre le lien dans la boîte de discussion maintenant. Merci. Voilà, je crois que je l'ai. Voilà. Une fois que vous allez dans le centre de ressources, eh bien, il faut rentrer dans la série Oxygène. Et après ceci, vous allez au numéro 2, donc les soins critiques et l'oxygène, série de cas. Et nous sommes la partie 7 aujourd'hui sur la définition du SDRA. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, on vous demande de vous connecter. C'est absolument gratuit de créer un compte sans problème. Vous avez accès à ce centre de ressources. Vous pouvez aussi le partager avec quiconque. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'un patient, Monsieur T, un homme de 46 ans qui avait l'hypoxémie et une détresse respiratoire. Aujourd'hui, on va continuer avec Monsieur T. On va voir comment on peut définir le SDRA. Alors, on veut avoir des objectifs de changement de pratique, c'est très important. Pas seulement la connaissance, mais aussi agir, c'est très important pour prendre les meilleures décisions possibles pour nos patients. Tout d'abord, il faut définir la défaillance respiratoire. Ensuite, il faut nommer les types d'échecs respiratoires, définir l'hypoxémie, ou bien par l'oxymétrie de pouls, ou bien selon la gasométrie de sang artériel. On va nommer les 4 critères clés pour la définition de SDRA et aussi comment appliquer la modification de Kigali pour diagnostiquer le SDRA. Ensuite, on veut savoir si le SDRA est considéré léger, modéré ou grave. Et on veut décrire la pathophysiologie
qui se passe lorsqu'on est en face d'un SDRA et pour l'intervention médicale, pour améliorer le cas du patient. On voudra parler aussi donc des stratégies qui protègent les poumons, les paramètres du ventilateur mécanique, des paramètres du ventilateur mécanique par rapport à l'oxygénation et l'élimination du carbone et aussi les interventions appropriées pour améliorer l'oxygénation et les résultats chez les patients qui souffrent de SDRA. Alors, notre cas avec Monsieur T, un homme de 46 ans qui se présentait avec l'hypoxéma et une détresse respiratoire. Malheureusement, Monsieur T a été trouvé comme positif pour le SARS-CoV-2 virus et donc son cas clinique s'est progressé vers un échec respiratoire. Il a été admis aux urgences, intubation et ventilation mécanique. Ses signes vitaux et les réglages du ventilateur mécanique étaient ceci. Le rythme cardiaque 102, la pression artérielle 97 sur 51, le taux respiratoire 35, température 37,5 degrés Celsius et sa CPO2 à 90%. Pour le ventilateur mécanical, il est donc contrôle de volume, il a un FiO2 de 100%. À nouveau, son taux respiratoire est de 35, le volume total de 400, son PIP est de 14 et son PIP est de 40, la pression. Donc, tout d'abord, ce dont je vais parler, c'est en fait l'échec respiratoire et la physiologie respiratoire. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, inspirez profondément maintenant. Merci. À nouveau, refaites-le. Excellent. Je vois que vous le faites sur vos écrans. Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce que nous respirons? S'il vous plaît, mettez dans la boîte de discussion. Je vais cliquer sur la référence. Vous savez, quand vous êtes dans le centre de ressources, vous pouvez vous-même cliquer et ça va vous amener à une autre ressource, un article ou une vidéo. Cela nous amène donc sur un rappel sur la respiration cellulaire. Donc, ça télécharge en 1 seconde. Donc, nous respirons pour insérer l'oxygène dans les poumons et on expire le carbone. Pourquoi on a besoin de l'oxygène supplémentaire alors? Alors, attendez, pardon, ça prend un petit moment. Est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi l'oxygène est absolument nécessaire? Alors, l'oxygène est nécessaire dans le mitochondrie et donc il y a un transfert électron qui produit donc tous les ATP. C'est important pour le métabolisme aérobique pour chaque cellule de notre corps. Et par rapport au métabolisme, le CO2, ce sont des déchets et l'eau aussi. Alors, chaque cellule donc doit vraiment voir le déchet, l'élimination du carbone. C'est extrêmement important. Et voilà pourquoi nous respirons. Donc, comment nous respirons? Qu'est-ce qui se passe dans nos poumons? Une petite vidéo de 30 secondes. On va voir qu'est-ce que ça nous montre. Donc, quand on inspire, l'air entre par la bouche ou les narines et passe dans le tube et au coréna. Alors, et ça se divise en deux bronchies. Deux bronches et ensuite vous avez les bronchioses qui en fait sont les aéroles et là l'oxygène et l'air inspiré passent dans le sang et le CO2 donc sort du sang. Le CO2 donc est expulsé quand vous expirez évidemment. Très bien. Donc ça, c'est très basique comme rappel par rapport à la physiologie respiratoire. Maintenant, on va vous parler de l'échec ou la défaillance respiratoire. Il faut inspirer, avoir l'oxygène, expirer, vous expirez le carbone dioxyde. S'il vous plaît, inspirez à nouveau. Voilà, merci. Alors, Dr McDaniel, est-il présent aujourd'hui?
Peut-être pas encore, hélas. D'accord, plus tard. Première question, ça va être les déclarations suivantes. Qu'est-ce qui est incorrect? A, B, C, D, E. Alors, on peut faire une petite enquête ou sondage maintenant. Donc, quelles sont les réponses ici qui sont incorrectes? Par exemple, numéro 1, A, c'est-à-dire l'échec respiratoire, c'est un échec d'échange de gaz ou bien d'oxygénation ou de l'élimination de carbone dioxyde. Numéro 2, l'échec respiratoire peut être aigu ou chronique. Troisièmement, l'échec respiratoire, c'est un syndrome plus que d'une maladie. Et quatrièmement, l'échec respiratoire, normalement, ça se résout soi-même. Ou pour finir, les patients, ils peuvent avoir la tachypnée ou l'hypoxémie ou l'hypercapnie. Je vous donne 30 secondes pour répondre à cette question avant qu'on commence notre discussion. D'accord, intéressant. Alors, 73% d'entre vous, ont dit D. C'est la phrase incorrecte, mais la bonne réponse, c'est vrai. Donc, c'est défini comme un échec d'échange de gaz. Vous n'arrivez pas des fois à vous décharger suffisamment de carbone. Vous pouvez avoir un échec chronique ou aigu. C'est un syndrome plutôt qu'une maladie. Oui, c'est un syndrome de ce qui se passe dans le corps. Et normalement, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne peut pas se résoudre tout seul. Ils ont besoin de votre aide, les patients. Et les symptômes qui sont communs, c'est la tachypnée, l'hypoxémie, oxygène basse ou l'hypercapnie ou beaucoup de CO2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le type donc de défaillance respiratoire. Il y a 4 différents types de SDRA. Je vais vous donner 30 secondes pour taper dans la boîte de discussion des types donc de défaillance respiratoire. S'il vous plaît, vous avez 30 secondes. Les types de SDRA. 4 en fait. Et après, on vous donne la réponse des 4 types de défaillance ou échec respiratoire. D'accord. C'est fini. Je ne vois pas toute la boîte de discussion. Je demande à ma copanéliste de lire un petit peu les réponses qu'on a eues comme les types donc de défaillance respiratoire. Peut-être docteur Paula peut m'aider. Alors, quelqu'un a dit type 1, type 2, un autre qui a dit que c'était aigu, chronique, hypercapnie, hypoxémite et hypercapnique. Aussi magnifique. Oui, en fait, c'est partiellement correct, je dirais même correct. Mais on va cliquer sur cette boîte pour le centre de ressources qui va vous montrer un petit article ou une vidéo. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? En fait, c'est la classification de défaillance respiratoire. Type 1, ça s'appelle l'hypoxémique. Donc, l'échec hypoxémique. Donc, PO2 de moins de 50 mmHg. Le type 2, c'est l'hypercapnique et le ventilatoire, l'échec ventilatoire. Et ça, c'est le PCO2 ou le manque d'élimination de PCO2. Le type 3 et le type 4, ils sont moins discutés en fait. Et je dois dire que je parle beaucoup du type 1 et type 2 aux urgences, mais pas vraiment du type 3 ou du type 4. Mais quand même, vous devez savoir qu'il y a quand même ces types
Donc, le type 3, c'est le périopératoire. Ce sont des patients qui ont fait déjà une anesthésie ou une opération, ils ont eu un échec après ça. Et parfois, c'est le type 4, c'est l'instabilité cardiovasculaire, un choc. Donc, vous avez 4 types, type 1, type 2, type 3, type 4, hypoxémie, hypercapnique, périopératoire et le choc. Voilà donc les 4 types d'échecs respiratoires. Donc, Monsieur T, il a quel type de défaillance respiratoire, Monsieur T? Type 1, 2, 3 ou 4? Type 1, très bien. Quelqu'un d'autre veut mettre autre chose? Alors, une personne seulement veut répondre à ceci? Ah, très bien. Eh bien, Monsieur T a type 1, peut-être type 2, on ne s'est pas su, parce qu'on n'a pas fait en fait la gazométrie. Donc, ça peut être hypercapnique, mais c'est sûr, il a l'hypoxémique. Oui, ça c'est sûr. Alors, on va parler de la définition de l'hypoxémie. On va savoir comment diagnostiquer l'hypoxémie avec donc la gazométrie et une analyse aussi. Alors, mise à jour du cas. Alors, la personne de chevet aux urgences vous appelle et dit « Ah, monsieur, la saturation de monsieur T a chuté de 88%. » Vous voyez ici sur l'écran. Donc, on va parler de l'hypoxémie. Et je vais demander à mon cher collègue, docteur Bala, donc, comment l'hypoxémie est définie en utilisant l'oxymétrie de pouls ou l'analyse des gaz artériels, la gazométrie de sang artériel. OK, alors, comment définir l'hypoxémie avec l'oxymétrie de pouls? On peut poser la question et on peut donner 30 secondes aux participants pour répondre. Donc, comment l'hypoxémie est-elle définie en utilisant l'oxymétrie de pouls? Alors, on a pris du temps. J'ai 2 ou 3 réponses. Je vois 2 ou 3 réponses, effectivement. Saturation de 90 et aussi, quand on parle de l'oxymétrie, vous parlez de saturation d'oxygène et c'est différent de la gazométrie. Et c'est ça que je veux vraiment insister dessus. L'oxymétrie, ça cherche la saturation d'oxygène et on va en parler plus tard. Si on clique sur la référence, par exemple, pour le centre de ressources d'apprentissage, qu'est-ce que nous découvrons? Eh bien, voilà. Je voudrais juste vous montrer que quand vous voyez une saturation de moins de 90%, sur l'oxymétrie. C'est très important que si vous êtes le prestataire de service qui assiste le patient, vous devez commencer immédiatement l'oxygène et ça peut être par la canule nasale, un cathéter ou le masque facial. C'est comme ça pour donner l'oxygène. Si c'est moins de 5 ans, la personne a moins de 5 ans,
eh bien, nous recommandons donc les broches nasales qui sont mieux acceptées par le petit patient et utiliser donc sinon un masque facial simple chirurgical pour le patient et à cause de Covid, c'est très très important et ne pas contaminer les prestataires de services. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment garder toujours le masque facial chirurgical, les broches nasales aussi pour les enfants et aussi pour prévenir toute contamination. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, vous devez cibler la saturation d'oxygène de plus de 90%. Donc, vous allez ajuster votre flux sur la base. Vous avez ajusté sur la base de la saturation et c'est mieux d'avoir une saturation de plus de 94 et sinon, ça doit être entre 92 et 94 s'il y a des problèmes d'échec organique, de multi-organes. Donc, si cette cible de 90% ne peut pas être réalisée, alors si le CPO2 et on suspecte que c'est donc le syndrome du SDRA, il faut considérer que le patient, il se met dans la position sur le ventre pour des périodes avec, par exemple, vous le mettez absolument sur le ventre avec un oreiller. Ça vraiment, ça aide le patient. Surtout, ça va avec la situation du Covid. Une fois que vous le mettez dans la position sur le ventre, souvent, on voit saturation de l'oxygène qui va monter à plus de 90 et ceci va permettre au patient spontanément de bien réagir et n'est pas besoin de faire la ventilation mécanique. Mais une fois que vous l'avez mis dans la position sur le ventre, si toujours le SPO2 ne s'est pas amélioré, alors il faut choisir la thérapie d'oxygène avancée et la ventilation mécanique. Elles seront nécessaires. Si vous devez faire ceci, le patient doit être bougé aux urgences, c'est très important, l'enfant, il va donc avoir l'intubation, l'oxygénation et la ventilation mécanique avec l'oxygénation. Donc, ces mesures sont vraiment très vitales et c'est très important que vous soyez vraiment donc, conscient des étapes. Ayez l'oxygène et donnez donc tout ceci par rapport aux paramètres qui sont présents. Dr. Bala, that's wonderful. Dr. Bala, merci infiniment. I'm going to ask the same question throughout the entire session. Pendant toute la séance, parce qu'il y a beaucoup de participants qui pratiquent avec des ressources limitées. Alors, est-ce que peut ceci être fait si vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'urgence? Par exemple, vous n'avez pas de ventilation mécanique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand les ressources sont limitées? Quel type d'intervention on peut avoir? Et notre docteur Bolano a la réponse, mais je la pose à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des ressources limitées, quand vous n'avez pas d'unité d'urgence? Alors, si vous avez accès à l'oxygène, vous pouvez utiliser l'oxygène. Quoi d'autre? Alors, on peut faire, vous pouvez mettre la personne sur le ventre n'importe où. C'est vrai, si vous n'avez pas d'urgence ou des soins intensifs ou de ventilation mécanique, vous pouvez donner donc de l'oxygène à votre patient en le mettant sur le ventre. C'est ça. On essaye de savoir comment on peut prendre des actions. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à fait. Autre chose? Utiliser les canules nasales avec un système de non-breather, comme vous connaissez, qui est le masque sans recycleur. Effectivement, on en a déjà parlé de ceci. La sélection appropriée de flux d'oxygène pour chaque appareil. C'est très important que nos apprenants sachent
quel appareil nécessite quel type de flot? Quel patient peut tolérer des flux importants? Pour les enfants, ça peut être très, très dangereux, les flux importants. Donc, l'imitation des flux d'oxygène sont très importants. Magnifique. Merci, Dr. Bala. D'accord. Alors, on passe à la question suivante. D'accord. Donc, si vous êtes dans une réaction où vous pouvez faire la gazométrie de sang artériel, comment vous allez donc définir l'hypoxémie? Donc, question pour 30 secondes, je vous donne. Comment est définie l'hypoxémie en utilisant la gazométrie de sang artériel? OK, je mets le chrono. Okay, that has been. D'accord. On a passé les 30 secondes. OK. Je vois beaucoup de réponses. Très bien. On va se référer donc à notre matériel. Alors, une grande liste de références ici. Alors, je vous encourage à aller dans le centre de ressources, vraiment, pour parcourir tout ceci. Mais bon, je voudrais que vous vous concentriez sur le PaO2. Entre 75 et 100, c'est les niveaux d'oxygène normaux. Si c'est inférieur à 75, eh bien, ça indique l'hypoxémie. Et quand vous allez à moins de 60, c'est l'hypoxémie aiguë, sévère. Donc, cette gazométrie aide à voir les niveaux de PaO2. Et aussi pour savoir le pH du patient et le PaCO2 avec les niveaux d'oxygène pour identifier si le patient est acédotique et si c'est métabolique ou respiratoire. En fait, si le PaO2 est bas et le PaCO2 est élevé, alors le PiCO2 élevé, il produit une acédose respiratoire et si le PaO2 est bas et dans les tissus il y a moins, alors il y a une production d'acédose métabolique. Ça nous aide vraiment pour l'hypoxémie, quand c'est métabolique, à vraiment l'identifier. Magnifique. Merci beaucoup, Dr. Bola, pour nous montrer sur l'hypoxémie avec la GSA. Merci beaucoup. Et l'oxymétrie aussi. Alors, comment maintenant on peut définir la RDS? J'ai encore des petites questions pour vous. Alors, je vais demander à Dr. Jackson de définir le SDRA. Vous êtes ici avec nous. Merci. Ouvrez votre micro. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on peut tout d'abord voir les réponses de nos participants et après, on verra, on va discuter ensemble. Alors, choisissez A, B, C, D. OK, j'envoie la question. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ARDS en anglais ou SDRA? Donc, A, syndrome de la détresse respiratoire adulte. B, syndrome de la maladie respiratoire adulte. C, maladie de la maladie respiratoire aiguë. Ou D, syndrome de la détresse respiratoire aiguë. S'il vous plaît, répondez. Alors, je pense que maintenant, je vais vous laisser 2-3 secondes. La plupart des personnes
ont bien dit, c'est en fait le numéro 4, le syndrome de la détresse respiratoire aiguë. Donc, c'est le numéro 4. C'est ça, c'est le syndrome de la détresse respiratoire aiguë. Jackson, si je peux me permettre, 83% des gens ont parlé du D, mais 17% ont dit du syndrome de la détresse respiratoire adulte. Alors, c'est incorrect aujourd'hui, mais dans le passé, c'était correct parce que dans les années 60, il y avait des cliniciens militaires qu'ils appelaient aussi Choclone et décrivaient ce qui se passait il y a assez longtemps, d'accord? Ils appelaient ça le syndrome adulte. Et ces cliniciens militaires, ils avaient choisi de l'appeler donc le syndrome adulte plutôt que pour le différencier du syndrome des enfants. Mais hélas, bon, le SDRA, il peut se présenter chez n'importe quel type de patient. C'est pour ça qu'on maintenant on dit aigu. C'est pas seulement pour les adultes. Donc, si vous avez mis réponse numéro A, ce n'était pas complètement faux. Oui, merci Anna. Merci pour ce superbe commentaire. C'est très intéressant, justement. C'est par rapport à l'évaluation militaire passée. Voyez. Maintenant, on peut passer aux composantes du SDRA. Et j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous avez dit. Alors, vous pouvez tous mettre, s'il vous plaît, listez les 4 composantes qui sont définies dans la définition de Berlin concernant le SDRA. Quelles sont les 4 composantes définies dans la définition de Berlin du SDRA? That's true. Guarantee. So we have some great answers in the chat. On a de belles réponses dans la boîte de discussion. Oui, je vois de belles réponses. Effectivement, des gens qui ont essayé d'énumérer donc les 4 composantes. Je vois quelque chose comme alors que nous allons parcourir donc les critères de définition, nous avons donc un démarrage de la maladie aiguë, donc une crise effectivement en une semaine, et puis peut-être on peut avoir des infiltrats ou opacité bilatérale qui peuvent se voir dans les rayons X ou une radiographie ou un scanner CT, ça peut se voir. Vous avez des caractéristiques aussi d'un échec respiratoire du patient qui ne peut pas être vraiment expliqué par un échec cardiaque, en fait, ni cardiogénique, ni un œdème. Et aussi, le 4e critère sera défini par le taux de PaO2 et FaO2, ce que vous allez donner aux patients. Et donc, ce taux devrait être au moins de 5 cm H20
de pression positive PEEP alors que le patient est ventilé. Alors, dans les cas avancés, vous allez avoir tous ces tests et vous allez pouvoir donner une différenciation. Alors, vous avez donc le démarrage de la maladie aiguë pendant une semaine. Vous voyez, et puis les opacités bilatérales qui sont présentes au CT scanner ou à la radiographie. Ces opacités, elles ne sont pas complètement expliquées par des effusions pleurales ou un effondrement lobaire ou un effondrement pulmonaire ou bien des nodules pulmonaires. Mais c'est surtout avec le PO2, FiO2, au niveau de ce taux qu'on peut voir quelque chose. Et on peut regarder donc où en est le taux, c'est-à-dire moins de 5 cm de H2O. Je ne sais pas si Anna a d'autres données, mais la plupart d'entre vous, vous aurez ces PA02FiO2 à moins de 100 mmHg. Ça veut dire que c'est assez léger, entre 200 et 300. Et puis, quand c'est entre 100 et 200, alors c'est modéré comme symptôme. Voilà, je le souligne ici, donc moins de 100, c'est modéré. Et quand le SDRA est sévère, c'est moins de 100 mmHg. Oui, c'est superbe. C'est 4 composantes. Ça, c'est le diagnostic clinique selon la définition de Berlin. Mais on vous a demandé si vous devez trouver juste quelques mots, je dirais, numéro 1, démarrage aigu de la maladie, infiltrat bilatéral, troisièmement, que ce n'est ni cardiogénique ni un édème, et quatrièmement, c'est l'hypoxémie, je dirais. L'hypoxémie, c'est ce qu'on dit pour décrire la sévérité ou la gravité du taux PA0, FA02. J'aimerais aussi commenter sur ici. À ce jour, on a besoin d'une inscription. Il faut payer un frais pour la mise à jour et c'est malheureux parce que l'éducation devrait être gratuite. Mais UpToDate, ça permet des informations pertinentes à la COVID-19 pour accéder gratuitement. Donc, vous pouvez toujours accéder à UpToDate et vous pourrez avoir des informations pour prendre soin de vos patients. Si vous êtes d'un pays à revenu bas, peut-être vous pouvez avoir une inscription gratuite. S'il vous plaît, essayez donc de cliquer sur ce lien parce que peut-être vous, votre pays, votre institution, vous allez être éligible pour cette inscription gratuite. Maintenant, passons à la prochaine question. Pour calculer le taux PF, oui, tout à fait. Alors, regardons parmi les participants, qu'est-ce qu'ils ont dit pour calculer le taux PF? Alors, le P, c'est PaO2 que vous avez donc du GSA et le F, c'est le FA02, c'est la concentration d'oxygène, tout à fait. Donc, ce PF taux, pour savoir la sévérité de l'hypoxémie, est-ce que c'est léger, modéré ou aigu ou sévère? Est-ce que vous pouvez, vous les participants, calculer? Donc là, je vous donne un exemple, c'est 60 pour la pression partielle artérielle d'oxygène et 80% pour la ventilation mécanique. Donc, quel est le taux PF, s'il vous plaît? D'accord. Effectivement, il faut calculer maintenant le taux PF de Monsieur T, selon ces données.
Okay. D'accord? 30 secondes. Alors, bonne réponse de la plupart. La pression partielle à 60. Et donc, on arrive au 75, c'est la bonne réponse. 60 sur 0,8 ou sur 80%. Voilà. Donc, quand c'est sévère et ou léger ou modéré, c'est comme ça que vous pouvez voir les différences. Oui, c'est vraiment bien pour apprendre. Quand vous calculez le taux, ce taux-là, vous avez à 60 la pression partielle d'oxygène. C'est ça. Et 80% d'oxygène. Donc, quand vous faites ce calcul, vous avez besoin d'utiliser l'oxygène en tant que décimale, c'est-à-dire 0,8 et 60 divisé par 0,8. Et c'est comme ça que vous arrivez à 75. Donc, Dr. Jason vous a donné la définition de SDRA moyen, modéré, grave ou léger. Donc, si vous avez un taux de 75, vous diriez quoi? Le SDRA est quoi? Léger, modéré ou grave? S'il vous plaît, répondez. Alors, la plupart des personnes ont dit grave, c'est vrai, selon la définition de Berlin. Monsieur T, en fait, peut être décrite comme une hypoxémie sévère ou grave. Magnifique, super. Dr. Jackson, je vous remercie pour votre explication. Merci pour les 4 composantes de la définition de Berlin sur le SDRA, qui est à nouveau, comme je le redis, numéro 1, le début grave de la maladie, 2, les infiltrats bilatéraux, numéro 3, pas de cardiogénie ou d'œdème, 4, c'est l'hypoxémie, donc c'est selon on peut dire modéré, léger ou grave. Hélas, Monsieur T donc a un SDRA grave. Merci, Dr. Jackson. Maintenant, la prochaine question pour Dr. Tail. Et si vous n'avez pas de gazométrie disponible, est-ce que vous pouvez diagnostiquer le SDRA? Dr. Théo, est-ce que vous êtes là avec nous? Donc, si nous n'avons pas de gazométrie de sang artériel, comment diagnostiquer le SDRA? Est-ce que Dr. Théo est visible? Bon, c'est pas grave. On a la chance d'avoir Dr. Théo comme notre collègue et notre ami. Je vais cliquer sur la référence pour la réponse. Alors, Dr. Théo, c'est l'un des auteurs de ce papier magnifique qui a été écrit. Comment diagnostiquer donc le SDRA, même si vous n'avez pas de gazométrie de cette analyse? Donc, on va trouver la réponse nous-mêmes. On va essayer, malgré que nous n'ayons pas l'honorable Dr. Théo pour nous répondre. Alors, regardez selon donc le critère de Berlin. Le timing, c'est 1 semaine. Quand vous utilisez les modifications de Kigali, qui sont comment diagnostiquer le SDRA, même si vous n'avez pas la gazométrie, alors, le timing, c'est pareil. Il n'y a aucune modification au niveau de la définition. Maintenant, pour l'oxygénation, alors, le PaO2, FiO2, le taux, vous avez besoin donc de l'analyse du GSA ou la gazométrie. Alors, modification Kigali dit que vous pouvez utiliser le SpO2 et si votre SpO2 par rapport au FiO2, il est moins de 315, alors vous pouvez diagnostiquer l'hypoxémie
en tant que SDRA. Une autre modification de la définition de Berlin est l'exigence de PEEP ou PEP. Alors, il faut avoir un minimum de 5 cm de H2O pour utiliser ce calcul. Et ça, c'est le critère de Berlin. Pour Kigali, pas d'exigence de PEP. Vous pouvez utiliser le taux SPO2, FiO2 de moins de 315. Pour l'imagerie de la poitrine, alors c'est bilatéral, on en a déjà parlé, d'accord. Les opacités, elles peuvent être voir avec les CT scanners ou les rayons X de la poitrine. Et les modifications de Kigali disent que vous pouvez utiliser ou bien la radiographie de la poitrine ou bien les ultrasons. Comme vous savez, les ultrasons, c'est beaucoup plus populaire maintenant pour ces pathologies. Donc, vous pouvez utiliser les radiographies ou les ultrasons. Pas obligé d'avoir un scanner CT. Et puis, l'origine de l'œdème, vous vous rappelez, mais ce n'est pas à partir d'un échec cardiaque. Donc, il n'y a pas de modification dans la recherche récente. Le timing est le même. Donc, vous voyez, en fait, les deux définitions parlent de œdème bilatéral qui peuvent être vus dans la radiographie de la poitrine ou l'ultrason. Et aussi, vous pouvez utiliser de l'oxymétrie par pouls aussi. Donc, la question, on revient à la question. Donc, est-ce que le SDR peut être diagnostiqué quand vous n'avez pas de gazométrie? Tout à fait. Vous pouvez utiliser l'oxymétrie du pouls et aussi si votre taux est moins de 315. Alors, on peut dire que c'est consistant et qu'on peut dire que c'est une hypoxémie. D'accord. Et donc, un SDA. Magnifique. On est dans les temps. Je pense qu'on ne va même pas dépasser les temps. Alors, maintenant, on va parler donc maintenant la pathophysiologie du SDRA. Et pour ceci, je vais demander à Dr Vanessa de la Suisse de parler donc des changements pathophysiologiques qui se passent pendant le SDRA. Merci, merci. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je suis Vanessa Moll. C'est super comme session aujourd'hui. On va continuer avec 2 questions pour vous. Eh bien, listez en fait, s'il vous plaît, répondez à la question. Quels sont les 3 changements pathophysiologiques qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez au SDRA et qui se passent dans les poumons en fait? Je vous donne quelques secondes pour répondre. Oui, je vais mettre le chrono. Alors, on a parlé de 3 changements, mais il y a beaucoup de changements en fait qui se passent. Effectivement, à 3 phases dans le SDRA qu'on va discuter, mais effectivement, il y a pas mal de changements. OK, on a fini avec les 30 secondes, Dr Moll. Alors, nous avons de bonnes réponses ici et là, comme œdème préliminaire, chute aussi, je vois de la perméabilité. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a 3 phases. La phase au début. Alors, d'abord, la phase exudative. Deuxièmement, la phase proliférative. Et troisièmement, la phase fibreuse. Différentes marques pour chaque phase. Tout d'abord, parlons de la phase aiguë qui est exudative. Et voilà, regardez, merci pour les documents. Il y a quelque chose de fantastique que je veux vous montrer. Je vais le télécharger. Et ça nous montre en fait. Ah, c'est Anna, c'est vous qui le faites. Pardon s'il y a des problèmes avec les images. C'est pas ma faute, c'est la faute de Dr Anna. Attention. Hein. Ah, voilà. Magnifique.
Alors, ici, vous voyez des images des alvéoles. Sur la gauche, en haut, vous voyez un alvéolat en bonne santé, magnifique. Vous voyez les vaisseaux ici, et entre l'interface de l'alvéole et du vaisseau, vous avez l'échange de gaz. Et vous pouvez voir donc deux cellules ici qui sont de type 1. Et juste à côté, vous avez les alvéoles de type 2. D'accord? Donc, dans la phase exsudative, vous allez voir en haut à droite, il va y avoir du fluide qui va remplir l'alvéole. Et vous voyez comment la membrane de votre capillaire en dessous souffre. Donc, vous avez une diffusion ici dans le capillaire et qui va dans l'alvéole. Et aussi, il y a des selles qui sont un peu pointues. Ce sont des médiateurs inflammatoires qui fluent, donc il y a un flot dans l'alvéole. Ça endommage énormément l'alvéole. Et aussi, ça se montre en rouge, hein, vous voyez. Vous voyez, donc, la perméabilité donc, amène beaucoup plus de flot et ils sont en train de se noyer. L'alvéole est en train de se noyer. Vous voyez, c'est comme un ballon qui est tout rond, vous voyez, et c'est activé. Et ça mène donc à un effondrement alvéolaire. Vous avez aussi le microthrombie. Et donc, vous voyez ici des microthrombie. Deuxième phase, c'est la phase proliférative. Pardon, je m'excuse. Et dans cette phase, c'est pour la réparation et la restauration. Donc, le fluide, il rentre dans votre capillaire et les cellules sont réparées. Donc, vous n'avez plus cette fuite capillaire. Le fluide est résorbé et rentre dans l'autre système fécalique. Et puis, les cellules, elles se prolifèrent et elles guérissent. Donc, très bien. Et à nouveau, l'alvéole arrive à un bon état à nouveau de sa forme initiale. Et la perméabilité est réduite. Donc, ici, vous avez l'alvéole qui guérit. Mais cette guérison peut amener à des scarifications. Donc, vous aurez peut-être une fibrose, vous voyez. Et une fibrose alvéolaire peut se passer avec un amincissement de la membrane. L'échange de gaz par l'alvéole qui rentre dans le capillaire est endommagé et ce n'est pas possible. Donc, vous avez une alvéole, une scarification, une fibrose de l'alvéole et à cause de cette scarification dans le capillaire, vous avez donc une plus grande résistance dans le capillaire. Et en fait, ça peut amener à une hypertension pulmonaire si beaucoup de capillaires sont affectés. On espère que ça va pas se passer pour votre patient et qu'il va guérir. On espère. J'espère que ça ne se passe pas. Merci beaucoup, Dr Moll. C'était magnifique comme présentation, une révision par rapport au parcours physiologique. Donc, il y a 3 phases et chaque phase, il y a pas mal de changements physiologiques qui se passent, j'ai vu. Et je pense que cette petite vidéo est une bonne illustration, en fait, des phases et comment la distance entre les alvéoles et le capillaire, cette distance s'accentue et est remplie de fluide et affecte l'échange de gaz. Donc après, du coup, il y a l'hypoxémie qui apparaît. Ce n'est pas très long. Inflammation, le fluide, ça sépare les alvéoles du capillaire. Donc, c'est pour ça qu'après, l'hypoxémie se passe et elle est dans la définition principale du SDRA. Je vais vous présenter une autre ressource pour les apprenants.
cliquez sur ce lien, c'est fantastique. C'est donc Open Critical Care qui a été lancé en août 2020 et qui est vraiment toute une liste avec des tableaux, des lignes directrices. C'est superbe. Ça va vous aider vraiment à plus apprendre sur les définitions du SDRA et sur les traitements du SDRA. Magnifique. Alors, maintenant, la prochaine partie, Dr. Moll, je vais vous demander de m'aider qui ont fait le traitement du SDRA. Donc, quand nos patients est diagnostiqués avec le SDRA, ils ont besoin d'être traités, d'être soutenus par rapport à leur maladie. On a déjà parlé un peu de la thérapie d'oxygène et aussi de la position sur le ventre. Ventilation mécanique, effectivement, c'est important, mais comme vous savez, on veut toujours utiliser la ventilation mécanique. Que je vais vous demander comme avant, qu'est-ce qu'on peut faire, même si vous n'avez pas un ventilateur mécanique dans vos urgences, quand vos ressources sont limitées? Mais tout d'abord, on va parler de la ventilation mécanique. Je demande à Dr. Moll à nouveau de nous aider par rapport à cette prochaine question. Et je pense que… Attendez. C'est un sondage? Non, pardon. Alors, Dr. Moll, s'il vous plaît. Alors, pour la ventilation mécanique, il faut définir quelques termes ici. Alors, la ventilation mécanique, c'est par rapport au volume, vous savez, courant, et aussi au FiO2, pression du tableau. Pardon, j'ai un hélicoptère qui passe. Ça se passe comme ça. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez même des hélicoptères. D'accord. OK. Alors, passez aussi sur le PEEP, la pression aussi motrice, la pression inspiratoire élevée. Alors, le volume courant, c'est ce que vous donnez à votre patient. Donc, qui est réglé dans le ventilateur. Ensuite, vous allez régler votre FiO2, qui est en fait la fraction dont on a déjà parlé. Et puis aussi, vous avez la pression du plateau. Effectivement, ça reflète la pression dans votre alvéole. C'est très, très important comme pression. Il faut la connaître. Ici, les études ont montré que la pression du plateau doit être moins de 30 cm. OK? Si c'est plus haut, alors ça peut être par rapport à une mortalité plus élevée. Maintenant, le prochain point, c'est votre pression motrice. Alors ça, c'est un concept qui est assez nouveau. Ça vient de 2014 d'un groupe brésilien. Et la pression motrice, en fait, c'est votre pression de plateau moins votre pic plus élevé. Et c'est une expression donc du stress pulmonaire. Donc, le stress pulmonaire, c'est combien vos poumons peuvent s'élargir. Votre cible, moins de 15 mm d'eau. Et certains articles montrent qu'il va y avoir un risque de mortalité assez élevé si la pression est plus haute que 20, vous voyez. Alors, la pression motrice, il me semble, Dr. Moll, c'est un symptôme de conformité aux poumons. Tout à fait, c'est ça. Ou alors, vous avez une pression haute, c'est-à-dire que les poumons sont tout raides. Effectivement, très, très vrai, c'est vrai. Et effectivement, vous pouvez calculer donc la conformité par votre volume courant et votre pression motrice. Vous voyez ici combien la pression motrice dans cette formule est utilisée pour donc obtenir votre conformité dynamique. C'est la pression nécessaire pour changer donc le volume courant. C'est ça la conformité. Quel est votre PEP?
Le PEP, c'est ça. On parle tout le temps du PEP quand on parle de SDRA. Ça fait parler de la définition de Berlin pour diagnostiquer l'hypoxémie, c'est vrai. Donc, en fait, vous pouvez expliquer un peu plus sur PEP. Alors, le PEP, c'est la pression expiratoire finale. Donc, dans un circuit expiratoire, vous voyez. Donc, nos apprenants peuvent savoir sur le CPAP, mais le PIP ou PEP, c'est la pression positive expiratoire, vous voyez. Et dans les critères de Berlin, eh bien, ils demandaient un PEP de plus de 5. Le PEP est là pour garder l'alvéole ouverte. Comme ça, la pression permet à l'alvéole de rester ouverte. Donc, s'il y avait une conformité, vous avez besoin, donc, pour tout faire pour que l'alvéole reste ouverte. Et c'est cette valeur que vous allez régler pour votre ventilateur. Ou alors, vous pouvez un PEP qui est visible sur quand vous composez sur le ventilateur. Alors, pour finir, je veux parler du PIP, PIP. Donc, ça, c'est la pression inspiratoire qui reflète la pression dans vos voies respiratoires plus larges. Vous voyez? Donc, ça fait partie d'une conformité. Pardon. Mais ça ne reflète pas la pression dans l'alvéole, plutôt dans les voies respiratoires générales les plus grandes et aussi dans la poitrine. Pour quelqu'un d'obèse, votre PIP va être plus haute et ça va plus de pression que quand la poitrine est très grande, quand la personne est très obèse. Merci, magnifique. Pour les apprenants, ce soin respiratoire qui est écrit pour donc une petite ressource de poche. Vous pouvez l'obtenir dans le centre de ressources et aussi dans le Open Critical Care. Tout à fait, vous pouvez l'obtenir. Merci à Alana. Elle l'a mis dans la boîte de discussion. S'il vous plaît, copiez-le. Comme ça, vous pourrez avoir toutes ces informations de poche. Ça peut vous aider avec les réglages de votre ventilateur mécanique. Une autre référence clé ici, regardez, ça c'est un article de Landmark sur l'historique du SDRA et on parle de 6 millilitres par kilogramme par rapport à 12 millilitres par kilogramme. Ceci avait été démarré par le groupe Orsnet. Comment améliorer les résultats autour du SDRA, au niveau du SDRA. D'accord. Maintenant, on va parler de la paralysie. Je vais demander à notre ami le docteur Suarez de nous parler de la paralysie. Alors, des fois, vous entendez parler des problèmes, des bloqueurs de NMBA, l'inhibiteur neuromusculaire. Donc, est-ce que c'est une option pour nos patients? Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tout le monde. Et félicitations pour cette présentation jusqu'à présent. Donc, tout d'abord, nous devons définir quel est donc cet agent bloquant neuromusculaire ou inhibiteur neuromusculaire, le NMBA. OK. Donc, c'est-à-dire la personne perd toute fonction musculaire, d'accord? Alors, j'aimerais demander à nos participants, qu'est-ce que vous pensez des pour et du contre pour l'utilisation du NMBA, de cet inhibiteur NMBA? Qu'en pensez-vous? Quels sont les pour? Quels sont les contre? On va vous donner 30 secondes. Tout à fait. Alors, nous obtenons déjà des réponses de la part des participants. Pour, alors, travail respiratoire décru, contre
Et donc, les urgences, aussi la faiblesse avec les urgences, parce que le séjour en urgence serait plus long. Je crois qu'on a passé les 30 secondes. Je n'ai pas bien regardé le temps. Je vous ai donné plus de 30 secondes, là. Des bonnes réponses, je vois. J'aime ces réponses. Je peux les organiser en pour et contre. Alors, pour les avantages, effectivement, quand il y a la paralysie musculaire, il y a un travail respiratoire qui est décru. Ceci va nous aider à améliorer l'oxygénation. Vous voyez, on peut décroître les PIP et les pressions du plateau et la synchronie de ventilateur. Et c'est surtout, par exemple, justement, c'est la synchronie du ventilateur. On va s'occuper de toute la pression qui est tellement importante dans le traitement pour les patients qui souffrent du SDRA. Et d'accord, et si on s'occupe de ces pressions, on va avoir un barotrauma qui sera décru. Ça, c'est très, très important. Vous voyez, avec les patients, ils ont beaucoup de barotraumatisme parce que la conformité est assez mince et on peut essayer de réduire donc le risque grâce au NMBA. Contre, alors, des avantages. Effectivement, il y a une faiblesse neuromusculaire, spécialement quand c'est combiné avec des stéroïdes. Et donc, effectivement, ceci va prolonger le séjour en urgence. Hélas, et encore plus d'utilisation, ça va prolonger l'utilisation de ventilateurs mécaniques. Donc, ça, c'est un désavantage. Aussi, il y a un risque augmenté de thrombose veineuse. Et oui, et aussi de complications cardiovasculaires qui peuvent être parfois augmentées, hélas. Complications cardiovasculaires. Oui, effectivement. Quand on a quelqu'un qui est sur NMBA, eh bien, si vous avez les ressources nécessaires, vous devez absolument surveiller combien ils sont bloqués. Peut-être, docteur Nicolas, vous pourriez parler un petit peu plus de ceci? Oui, bien sûr. Normalement, quand on a un patient qui est sur, on utilise le système pour essayer de surveiller les neurofonctions du cerveau, de la partie frontale du cerveau. Comme ça, on peut voir exactement par l'observation où en est le patient avec la sédation et on peut donc faire quelque chose au niveau du neuromusculaire avec beaucoup plus de sécurité. Oui, effectivement, oui, on utilise cette surveillance et un stimulateur de la neurologie. Ça aussi, ça montre combien est paralysée la personne. Superbe. Magnifique. En fait, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, sur les blocages neuromusculaires, vous pouvez revenir à cette information de poche que je vous montre ici. Regardez dans les thérapies supplémentaires adjonctives, vous voyez, vous voulez avoir donc plus d'informations sur la paralysie. Vous voyez ici, je vous montre paralysie. Donc, dans cette section rose, référence aux articles clés, à la littérature principale qui donne vraiment de très bonnes recommandations. Magnifique. Donc, quelques liens pour des articles supplémentaires sur les blocages neuromusculaires. Superbe. OK. Docteur Vanessa, je me repose beaucoup sur vous aujourd'hui. Vous pouvez parler donc de la gestion du fluide dans le SDRA? Ah, pardon, docteur Nicolas. Une dernière question. Vous pouvez parler donc de la paralysie quand vous avez des problèmes de ressources, des limites de ressources. Si vous n'avez pas une unité d'urgence ou si vous n'avez pas de ventilateur mécanique, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la paralysie? Donc, la paralysie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement,
c'est pas facile. Sans ressources, c'est impossible. D'accord, OK. Alors, gestion du fluide. Alors, c'est toujours très intéressant comme thème, pas pour le SDRA, mais aussi pour d'autres choses. Donc, pour le SDRA, ça joue un rôle très important, cette gestion des fluides. Et vous allez voir, par rapport au parcours physiologique, eh bien, œdème, donc l'alvéole est noyée, le patient donc, se trouve dans cette situation-là, les alvéoles sont noyées de plus en plus, ou alors elles sont vraiment très restreintes. Le fluide, qu'est-ce que ça fait aux autres organes, comme les reins par exemple? Et effectivement, il y a un article de 2006 publié en New England of Medicine magazine qui, en fait, a fait des tests. Est-ce que, Anna, vous pouvez le mettre sur l'écran? Est-ce qu'on l'a quelque part? Merci, Anna. Alors, dans cet article, écrit cette étude, avec plus de 1000 patients, les deux branches de l'étude étaient très restrictives par rapport à la gestion du fluide et très libérales aussi par rapport à la gestion du fluide. Ils ont considéré la mortalité chez ces patients et ont suivi les patients pendant 28 jours. Ils n'ont pas vu de changement de mortalité similaire dans les deux groupes, mais ce qu'ils ont vu, c'est que en utilisant moins de fluide, le patient alors sortait de la ventilation 2 jours plus tôt. Et c'est magnifique. Et aussi qu'ils ont quitté aussi les urgences plus vite, les patients. Ça aussi, c'est très, très important pour ces patients, effectivement. Et donc, ils ont conclu qu'une thérapie restrictive a donc bénéficié est très bonne pour le SDRA. Et aussi l'endommagement des organes finaux. Ils n'ont pas vu de différence entre ces deux groupes. Donc, il n'y avait pas plus donc de lésions aiguës, par exemple. Et donc, depuis cette étude, il y a 15 ans, on essaye de vraiment réduire le montant de fluide que nous donnons à nos patients souffrant du SDRA. On ne donne pas plus de fluide dans les poumons, donc, parce que déjà, ça va empirer les choses et pour rester du côté sûr et essayer de ne pas endommager les organes. Et dans cette étude, c'était très intéressant de voir qu'ils ont considéré l'indexation d'oxygénation du P par rapport au F multiplié par 100. Dans l'oxygénation, indexation d'oxygénation, eh bien, il y a un risque, évaluation des risques sur la mortalité qui pourrait être élevée dans les personnes souffrant du SDRA et utiliser à nouveau la gazométrie. Et aussi, vous pouvez utiliser juste votre SPO2. Et donc, ça va s'appeler la saturation de l'oxygénation au niveau de l'indexation. Donc, vous faites ça multiplié par le SPO2 multiplié par 100. Donc, dans des ressources limitées, ça peut être une alternative plutôt que l'indexation d'oxygénation. Oui, magnifique. Une question, Vanessa. Alors, est-ce que ça a une différence si nous avons le saline par rapport au choc, à la ressuscitation, etc. Et on parle toujours donc par rapport à la sénine et la lactate. Est-ce que vous avez donc des résultats qui montrent ceci? Oui, bon. Alors, je ne me rappelais pas exactement le nom de l'étude, mais il y a eu
2 essais randomisés récemment qui ont comparé lactate et l'homoséline. Et en fait, le normosaline, la saline, la solution saline, en fait, aujourd'hui, on utilise à peine la solution saline normale parce que, en fait, ça augmente les problèmes rénaux. OK. Et aussi l'hypohydrénue. Donc, la plupart des fluides de ressuscitation ici, dans des et la lactate ou une solution de plasmolyte qui n'ont pas un haut contenu de saline. D'accord, je vous ai déjà demandé ceci auparavant. Est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ces recommandations dans un réglage où les ressources sont limitées? Vous n'avez pas de ventilateur, vous n'avez pas d'unité d'urgence. Est-ce que vous pouvez toujours essayer de gérer le fluide? Oui, je dirais oui, on peut. Donc, justement, il ne faut pas utiliser de fluide, donc il ne faut pas utiliser toutes ces ressources. D'accord. Alors, les poumons secs, ce sont des poumons qui sont contents, je dirais. Alors, si vous avez ces œdèmes préliminaires, cette inflammation, alors, moi, je pense que moins de fluide, c'est mieux, effectivement, et ça va améliorer l'oxygénation pour ces patients, pour avoir moins de fluide. Docteur Moll, magnifique, merci beaucoup. Je vais vous donner une petite pause et je vais revenir à Docteur Nicolas, qui va parler donc du positionnement sur le ventre. On en a déjà parlé. Parlez un peu plus, on en a déjà parlé, mais quelques bons commentaires pratiques. Comment et quand on peut l'employer, le positionnement sur le ventre? Docteur Nicolas. Oui, bien sûr. Alors, nous avons un essai très bon publié en 2013, je pense, et ça parle du positionnement sur le ventre dans les cas de SDRA. On a beaucoup d'informations là-dessus. Vous voyez, je montre l'article ici. C'est très important comme thème par rapport au SDRA. Tout d'abord, cet essai publié en 2013 incluait 466 patients suivis pendant 28 jours. Et alors, SDRA aigu avec moins 250, FaO2, 60%, un PEP de 5 cm et une cible de 6 mm par kilogramme. Le résultat primaire était que la proportion de patients qui sont morts était et ensuite, ils étaient en 16 heures, ils ont été mis dans cette position. Donc, 229 patients ont été assignés au groupe sur le dos aussi. Donc, nous avons de bonnes conclusions sur cet été. Donc, vraiment une baisse de la mortalité sur 28 jours, c'était très, très important, vous voyez. Donc, une chute de 28 jours sur la mortalité de 90 jours. Donc, ensuite, on a donc introduit la position sur le ventre comme étant très bénéfique. Magnifique. OK. Pour les apprenants, quand ils sont dans le centre des ressources, vous pouvez cliquer sur ce positionnement sur le ventre et vous aurez accès à cet article-là et aussi des vidéos qui sont inscrites dans cet article. Donc, si vous voulez voir comment ça marche avec la vidéo, c'est très, très bien. Donc, sur le ventre pour les patients de syndrome aigu, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le SDRA grave, ça peut être diagnostiqué avec le SpayO2 ou le
PO2. Vous pouvez utiliser sur le ventre pour des patients qui ne sont pas intubés. Oui, tout à fait. En fait, quand les personnes ont une défaillance respiratoire, ils satisfont les critères de Berlin ou de Kigali. Et donc, ce positionnement aide à l'oxygénation de ces patients. Et ça peut vraiment décroître le travail respiratoire. Et ça peut être utile pour ceux qui ne sont pas sur ventilateur. Pourquoi on pense que le positionnement, ça marche? Pourquoi on dit ça? Est-ce que ça aide l'oxygénation pour ces patients? C'est ça? Oui. Eh bien, sur le ventre, ça va aider les patients à équilibrer la ventilation et l'effusion dans les poumons. Donc, la partie des poumons qui sont très, très affectés par la gravité. Et donc, en fait, ça rééquilibre. Vous voyez, quand on les met de l'autre côté, sur le ventre, ça peut réouvrir dans les poumons et ça peut contribuer à l'oxygénation. Et aussi, puisque tout est équilibré dans les poumons, après ceci, toute la pression peut être rabaissée parce que les nouvelles alvéoles s'ouvrent et ça contribue à l'oxygénation. Vous voyez? Donc, ça rabaisse les pressions. Voilà comment ça marche. Magnifique. On ne va pas regarder la vidéo parce que je n'ai pas trop de temps qui nous reste. Merci, docteur Nicolas. Vous enseignez très, très bien, très clairement. Un grand merci. Merci, Anna. Docteur Bola, alors, nous allons parler donc des vasodilatateurs pulmonaires. Aidez-nous avec la dernière question et après, on va passer dans les petits groupes. Donc, on va avoir 5 minutes avec les panélistes. Vous pouvez poser vos questions. Alors, docteur Bola, oui, je voulais que les participants se décident. Vous décidiez. Par rapport à cette déclaration, est-ce vrai ou faux? Il y a beaucoup de preuves que les vasodilatateurs pulmonaires inhalés, tels que l'oxyde nitrique inhalé et le prostacycline inhalé, améliorent la mortalité chez les patients souffrant de SDRA. Vrai ou faux? 50-50. Peut-être les gens sont confus et je pense que c'est très utile. Oui, comme Dr Moll a expliqué, eh bien, il y a une construction pulmonaire. Eh bien, c'est logique de croire que le vasodilatateur pulmonaire peut améliorer la relaxation vasculaire. Je pense que les gens ont bien écouté. Oui, c'est vrai. Et on demandait, est-ce que ça améliore la mortalité? Quand on regarde la recherche, on regarde différents types d'amélioration. Mortalité, oxygénation, etc. Donc, vous voyez, c'est assez serré. 58% disent vrai, 42% disent faux. Donnez-nous la réponse, s'il vous plaît, docteur Bala. Eh bien, on dirait c'est comme les élections américaines, c'est très serré. Non, s'il vous plaît, ne nous parlez plus de l'élection américaine. Ne nous rappelez pas ceci. OK. Alors, hélas, la réponse est fausse, hélas. On n'a pas de preuves claires qui montrent que les taux de mortalité sont améliorés si on utilise les vasodilatateurs pulmonaires inhalés. Donc, on n'a pas les preuves. On ne peut pas dire. Il n'y a pas de preuves suffisantes. D'accord. L'oxygénation est améliorée, mais nous n'avons pas de preuves que la mortalité est améliorée. OK, donc les études n'ont pas montré ceci. Oxygénation, amélioration, oui, mais pas au niveau de la mortalité. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 5 minutes avec vos panélistes. On va vous mettre dans 3 différentes petites pièces. Vous aurez 2 panélistes par pièce et on va passer 5 minutes
à discuter comment vous pouvez changer vos pratiques. Qu'est-ce que vous allez adopter comme pratique? Parlez aux panélistes. Quels changements vous allez mettre en œuvre? Et surtout, quand vous n'avez pas d'urgence, vos ressources sont limitées, vous voyez, vous pouvez réfléchir, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, que ce soit l'oxygénation ou pour améliorer la mortalité. Si on a le temps, on fera questions-réponses ensuite. Je demande à l'équipe ECHO de nous aider à nous diviser dans ces 3 petits groupes, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, voilà, on établit les 3 pièces. Donc, si vous avez besoin d'aide, cliquez sur ce bouton-là à gauche et quelqu'un va vous aider. Et pour noter, hélas, il n'y aura pas d'interprétation dans les pièces. Désolé, mais on va faire de notre mieux pour fournir quelques assistances après. Les pièces sont ouvertes pour 5 minutes. And thank first all of our learners for joining us and trying to improve the care of your. Améliorer la situation de vos patients du SDRA. Et aussi, chaque fois que nous avons un panel de ce calibre des 4 coins du monde, je me sens humble grâce à ces panélistes. Excellente session aujourd'hui grâce à ces experts. Merci infiniment. Et pour finir, merci à ECHO, à Lena Shangor qui nous aide d'une manière harmonieuse. Merci à tous et on se revoit en mars, le 22 mars. On va parler donc de la ventilation non invasive. Merci à tous. Thank you so much. Thank you.